l'éthique n'est pas le droit, mais l'éthique est un ensemble de questions portant sur les valeurs qui peuvent elles-mêmes être fondatrices du droit ou évaluatrices de nos comportements face aux robots ou l'utilisation des robots. Et je voudrais vous présenter d'une certaine manière 10 points qui pourraient être 10 interrogations que l'on pourrait se poser en amont de la constitution d'un droit des robots ou d'un droit appliqué à la robotique. C'est donc 10 points qui pourraient constituer une sorte de grille éthique pour n'oublier aucune des questions importantes qui conditionnent le fondement de notre attitude ou de notre droit face à la robotique. Le premier point et la première question qui entrerait dans cette checklist ou dans cette grille éthique serait une interrogation sur la cohérence anthropologique. C'est-à-dire, dans le fond, quand nous introduisons des robots, il est important de se poser la question de savoir si l'introduction de la robotique reste en cohérence avec la vision que l'on a de l'homme et des sociétés humaines. Il ne faudrait pas que, d'une certaine manière, l'homme augmenté par la robotique devienne, dans le fond, un homme diminué ou un homme supprimé par la robotique. Et c'est bien là une interrogation fondamentale qui peut déranger, mais qui rejoint l'idée d'une robotique au service de l'homme, c'est-à-dire une robotique qui reste autocohérente par rapport à notre conception de l'homme. C'est la première question que je poserai, avec bien entendu en arrière-fond, car si l'on parle d'une robotique en cohérence avec l'homme, il s'agirait de s'interroger sur la vision ou la représentation que nous avons de l'humain. Et elle est très importante, puisque si nous survalorisons une définition de l'humain par ses compétences rationnelles, nous n'aurons pas la même interrogation que si nous intégrons dans la définition de l'humain non seulement des aspects cognitifs, des aspects de performance intellectuelle, mais aussi ses limites. La question de l'éthicien est: est-ce que nous voulons valoriser une image de l'homme uniquement dans ses performances ou bien aussi dans ses limites? Et ça conditionne bien entendu la manière dont nous resterons ou non cohérents avec l'humain dans le développement de la robotique. La deuxième question que l'éthicien pourrait se poser, c'est l'attention aux représentations idéologiques implémentées dans nos conceptions des robots. Quelles sont nos intentions lorsque nous fabriquons des robots? Quels sont, d'une certaine manière, nos rêves ou nos fantasmes? On sait, par exemple, qu'on peut développer des exosquelettes fortement robotisés, mais pourquoi les développe-t-on? Les développe-t-on pour assouvir des fantasmes de puissance, ou bien les développe-t-on pour, d'une certaine manière, comme extension de membres défaillants ou au service, justement, de la personne fragilisée? Quelles sont nos représentations que nous faisons passer dans la robotique? C'est intéressant de voir, c'est un peu l'image de nos rêves et de nos fantasmes que l'on peut voir quand on regarde les robots. Quels sont-ils? Et cela, non pas pour... ma position n'est pas du tout technophobe, mais c'est une interrogation importante pour repérer dans ce que nous faisons dans la robotique, voir les limites, si vous voulez, de nos propres positions. Quelles sont nos représentations idéologiques que nous faisons passer dans les robots et dans l'image que nous voulons faire passer des robots dans le public? Ça, ce serait la deuxième interrogation. Troisième interrogation, c'est, dans le fond, des questions sur la maîtrise de l'effet d'éblouissement lié aux performances techniques. Alors, je suis le premier à m'émerveiller, je ne travaillerai pas dans ce domaine-là si moi-même je n'étais pas émerveillé par les performances du robot. Mais la performance des outils techniques nous conduit parfois à oublier que les machines sont des machines et, étant éblouis par leur performance, nous pourrions leur déléguer des pouvoirs qui ne leur sont pas dus. Je me souviens que devant délibérer des étudiants, plus de 1000 étudiants dans une section, le jury s'est retrouvé, disons, dans la situation où on nous disait, voilà, vous n'avez plus rien à dire, la machine a délibéré, la machine est plus puissante que vous, elle n'a pas fait d'erreur de calcul, vous devez simplement signer le protocole de délibération. C'est une situation qui est à la fois intéressante, parce que de fait, la machine est plus puissante que nous, mais à force d'être ébloui par la performance des machines, on finirait par
perdre un pouvoir décisionnel important qui, dans certaines circonstances, pourrait se révéler important. Il se fait que dans cette délibération, un étudiant, une étudiante avait perdu ses parents durant la séance d'examen et la machine n'avait pas prévu ce qu'il fallait faire dans ces cas-là, si vous voulez. Et là, le jury étant souverain, on pouvait encore prendre des mesures. C'est-à-dire que le robot est performant et il faut en utiliser toutes ses performances. Mais faut-il être ébloui au point de perdre tout notre pouvoir d'intervention, de décision, y compris dans des cas où le robot peut-être ne ferait pas mieux que l'humain. Et le cas typique des conflits de valeurs dans des décisions, ou des cas où, dans le fond, on manque d'informations, où on est dans le cas des informations incertaines, etc., ce qui se rencontre souvent dans le cas, par exemple, de la robotique militaire, le cas des décisions dans ce point-là pourrait, d'une certaine manière, faire croire que si le robot fait mieux que l'humain dans toute une série de décisions, dans certains cas, le retour à l'humain ou le bouton qui switch vers l'humain reste tout à fait indispensable. Quatrième interrogation, c'est l'attention de l'éthicien aux fractures technologiques. On a parlé tout à l'heure de la question du prix, de la question des lieux où ces robots vont être introduits. Et moi, je suis le premier à dire que j'aimerais bien avoir dans mon département un robot qui connaisse les formules mathématiques que j'utilise et que j'ai oubliées depuis longtemps, qui me rappelle une série de choses, qui puisse me suggérer des idées nouvelles pour démontrer mes théorèmes, etc. J'aimerais bien, mais qui aura les moyens d'avoir ça? Je veux dire, qui financera cela? Et c'est intéressant de voir que peut-être petit à petit des fractures qui vont redoubler les fractures, d'une certaine manière, que l'on voit dans les technologies de la communication. Fractures nord-sud, fractures à l'intérieur de nos sociétés, etc. L'éthicien ne peut pas rester, disons, insensible à ces questions des fractures pour voir comment les dépasser, évidemment. Parce que je suis persuadé que l'on peut partager la robotique très largement. Mais encore faut-il y avoir pensé. Cinquième point qui interroge l'éthicien, c'est l'effet relationnel et psychologique des robots. S'il est clair, et moi j'ai vu de mes yeux, et je peux effectivement attester, que dans le cas, au moins dans un cas d'enfant avec des caractéristiques autistiques, le robot amène des choses extraordinaires et permet de sortir l'enfant, de faire sortir de l'enfant des choses extraordinaires, il est clair que le robot ne remplace pas la personne humaine et le robot pourrait donner aussi des idées aux personnes qui pourraient abandonner les personnes à des robots. Dans les maisons de repos, si le robot, évidemment, égaye les personnes âgées, on pourrait, disons, abandonner les personnes âgées aux robots en disant elles ont leur robot de compagnie, nous n'avons plus besoin d'intervenir. Alors, est-ce qu'on peut, de fait, remplacer tout à fait l'homme par le robot dans cette situation, même si le robot est sympathique, a une bonne tête, comme le robot qui est ici, même s'il a de l'empathie, etc. C'est la question que je pose. Donc, à la fois l'aspect bénéfique, mais les interrogations sur les limites d'une communication avec l'humain et les risques d'abandon ou d'enfermement dans un monde de la robotique.